Bonsoir à toutes et à tous. Les travaux de la 4e session de la commission gouvernementale mixte algéro-tchadienne ont débuté ce mardi à Alger, sous la présidence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et de son homologue tchadien Abdallah Sabr Fadoul. Plusieurs dossiers importants étaient donc à l'ordre du jour de cette session, au cours de laquelle ont été examinés les moyens de développer le partenariat bilatéral, d'encourager l'investissement et de faciliter les échanges commerciaux avec un intérêt particulier accordé au renforcement et à l'élargissement de l'intégration économique entre les deux pays. Les relations algéro-tchadiennes puisent leurs racines dans la lutte de nos deux peuples frères contre la même puissance coloniale et dans les sacrifices communs qu'ils ont partagés pour la liberté et l'indépendance. Les relations algéro-tchadiennes tirent leur profondeur de la quête permanente de nos deux pays pour transformer leur voisinage commun dans la région sahélo-saharienne en une oasis de paix, de sécurité, de développement et de prospérité. Les relations algéro-tchadiennes acquièrent leur caractère particulier de l'alignement constant de nos deux pays en faveur de l'unité africaine, ainsi que de leur attachement indéfectible aux principes de solidarité et de coopération entre les pays de notre cher continent. Dans ce même contexte, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a affirmé que les relations bilatérales entre les deux pays se renforçaient via une liaison aérienne directe et des projets d'infrastructures stratégiques. La liaison aérienne directe Alger-N'Djamena est une ligne qui a rencontré un succès remarquable au point d'assurer désormais 4 vols par semaine. De même, nous ne devons pas perdre de vue les opportunités immenses offertes par la zone de libre-échange continentale africaine pour renforcer la coopération entre nos deux pays et le reste des nations africaines sœurs. Le deuxième aspect concerne les efforts d'interconnexion des infrastructures entre nos deux pays frères à travers l'accélération du rythme des projets structurants initiés par l'Algérie. En tête de liste figure la route transsaharienne et la dorsale de fibre optique qui lui est associée. Un projet qui devrait se transformer en un corridor économique stratégique pour le développement commun et le désenclavement des pays de la région sahélo-saharienne, tout particulièrement la République du Tchad. Toujours selon Ahmed Attaf, cette nouvelle étape des relations algéro-tchadiennes vise à ouvrir des horizons inédits en rapprochant les deux peuples autour d'intérêts mutuels. Je ne saurais mieux conclure mon intervention qu'en réaffirmant notre conviction profonde que les relations algéro-tchadiennes sont sur le point d'ouvrir des horizons sans précédent et d'inaugurer une nouvelle étape de leur histoire, tant par leur qualité que par leur rythme et leur contenu. Une étape qui approche davantage nos deux peuples, une étape qui donne une impulsion nouvelle à nos intérêts communs et partagés, une étape bénéfique pour nos deux pays et nos deux peuples frères, est une étape qui renforce notre contribution commune à la réalisation des objectifs de développement et de stabilité dans notre voisinage partagé ainsi que sur notre continent africain. De son côté, le ministre tchadien des Affaires étrangères a précisé que la qualité du dialogue politique entre le Tchad et l'Algérie a toujours eu un caractère fraternel, ajoutant que leurs relations dépassaient les considérations protocolaires. Cette 4e commission mixte aurait dû se tenir à N'Djamena. La renonciation à cet usage diplomatique illustre la maturité de notre partenariat, la qualité du dialogue politique entre nos deux pays et le caractère réellement fraternel de nos relations qui dépassent les pures considérations protocolaires. Enfin, cette commission mixte se tient la veille de la visite officielle du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno en Algérie sur invitation de son frère, son Excellence Abdelmajid Tebboune,
président de la République algérienne démocratique et populaire. Le chef de la diplomatie tchadienne s'est par ailleurs félicité de la relance de la grande commission mixte entre les deux pays après une interruption de plus de 14 ans. Cette concomitance n'est pas une hasardeuse coïncidence, mais le symbole et le couronnement d'une dynamique enclenchée lors de la dernière entrevue entre les deux chefs d'État, ici à Alger, en septembre 2025. Enfin, cette commission mixte entre nos deux pays frères a lieu après 14 longues années d'interruption que nous sommes heureux de briser aujourd'hui. Initialement, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue tchadien. Les deux ministres ont, dans ce contexte, passé en revue les différentes dimensions de relations de fraternité, de coopération unissant l'Algérie et le Tchad et les perspectives de leur promotion à des niveaux supérieurs, conformément aux hautes orientations des dirigeants des deux pays, le président algérien Abdelmajid Tebboune et le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Les deux parties ont également examiné plusieurs questions d'intérêt commun, dont la situation actuelle de leur voisinage immédiat dans la région sahélo-saharienne, les développements au Moyen-Orient et les dernières évolutions de la question palestinienne. Le forum d'affaires algéro-tchadien tenu ce mardi à Alger a donc marqué un tournant décisif dans les relations bilatérales entre Alger et N'Djamena. Les deux capitales affichent désormais une ambition claire, bâtir un partenariat stratégique multidimensionnel au service de l'économie. Les détails, Mohamed Ouali Ben Chaban. Le Forum d'affaires algéro-tchadien d'Alger a scellé la volonté des deux nations de bâtir un partenariat stratégique durable en s'appuyant sur les opportunités d'investissement sectoriel disponibles. Les discussions entre les deux parties ont mis en lumière une convergence de vues inédite. Le volume des échanges commerciaux révèle une contradiction flagrante. Alors que nos liens fraternels ouvrent les horizons illimités, les réalisations concrètes en matière de commerce entre nos deux pays restent bien en deçà de leur potentiel. Dans le contexte actuel où les équilibres économiques se redessinent et où les nations audacieuses s'imposent par des initiatives structurantes, le moment est pour nos deux pays comme pour l'Afrique. Notre continent ne peut plus se limiter à un espace d'échange, il doit s'affirmer comme un espace de production, de transformation et d'intégration à travers la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Pour l'Algérie, le Tchad représente une porte d'entrée naturelle vers l'Afrique centrale, tandis que pour le Tchad, l'Algérie s'impose comme un modèle de résilience industrielle et un partenaire stratégique de premier plan. Traduisant une volonté politique commune en un partenariat effectif, nous nous réunissons aujourd'hui non seulement pour évoquer les opportunités d'investissement, mais surtout pour les transformer en projets concrets. Ce forum constitue pour l'Algérie une nouvelle occasion d'affirmer sa détermination à bâtir des partenariats solides et à contribuer activement à l'édification d'une économie africaine intégrée. Le Tchad est prêt. Il est prêt à accueillir les investissements algériens sérieux, porteurs de valeur ajoutée, d'emploi, de transfert de compétences et de transformations structurelles. Nous sommes prêts à travailler avec les partenariats qui partagent une vision de long terme, une exigence d'efficacité et une volonté de bâtir. Au-delà du cadre protocolaire, ce forum a permis d'identifier des leviers concrets pour dynamiser la coopération bilatérale. Le partenariat s'articulera prioritairement autour de 3 axes: l'agroalimentaire, où le Tchad compte sur l'expertise algérienne pour valoriser ses ressources agricoles, l'énergie et les mines afin de moderniser les infrastructures tchadiennes grâce au savoir-faire algérien, et enfin la santé avec une industrie pharmaceutique algérienne prête à approvisionner le marché tchadien.
On en parlait tout à l'heure en titre. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce mardi au siège de la présidence de la République le secrétaire exécutif de l'Organisation latino-américaine et caribéenne de l'énergie, Andrés Roboyedo Smithman, en visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures Mohamed Arqab et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques Ammar Abba. Le secrétaire exécutif de l'OLACD a par ailleurs été reçu par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf. Cette rencontre a permis de passer en revue l'état de la coopération avec cette organisation régionale au sein de laquelle l'Algérie jouit de la qualité d'observateur permanent et d'examiner les perspectives de son renforcement en adéquation avec les potentialités et les expertises dont dispose l'Algérie et ses partenaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, tant en matière de ressources énergétiques conventionnelles que dans les domaines des énergies renouvelables. Et le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mardi au Cercle national de l'armée à Blimsous l'ouverture des travaux d'un séminaire sous le thème « La protection des installations vitales du pays face aux nouvelles menaces, réalités et perspectives d'amélioration ». Dans ce sillage, le général d'armée Saïd Chengriha a souligné que les installations vitales sont devenues aujourd'hui de véritables artères de vie, irriguant le corps de l'État moderne en sécurité et stabilité et constituant une composante essentielle du dispositif de défense nationale et un pilier de la sécurité globale. Direction New York à présent, où l'Algérie a réaffirmé la nécessité d'accorder au continent africain 7 sièges au Conseil de sécurité, dont 2 sièges permanents assortis de tous les privilèges, y compris le droit de veto. Lors des négociations intergouvernementales sur la question d'une représentation équitable au Conseil de sécurité, le représentant de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a appelé lundi soir à réparer l'injustice historique subie par l'Afrique en répondant à ses aspirations légitimes et un siège au Conseil de sécurité. Africaine sur la réforme du Conseil est très connue. C'est pour cette raison que la légitimité et l'aspiration légitime de l'Afrique doivent être pleinement prises en compte afin de remédier à l'injustice historique faite à l'Afrique. Et à cette fin, nous appelons à un élargissement des 2 catégories qui permettrait à l'Afrique d'avoir au moins 2 sièges permanents avec toutes les prérogatives associées, notamment le droit de veto, et 5 sièges non permanents. Ammar Benjama a souligné que la position africaine commune et unifiée sur cette question est non négociable et ne se prête à aucune concession, exigeant que le continent soit traité comme un cas particulier dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité. Afin d'accroître la représentation des régions sous-représentées et non représentées au groupe, il nous faut respecter la lettre et l'esprit du pacte pour l'avenir. Je pense notamment à l'article 29A. À cet égard, il est impératif que l'Afrique soit traitée en tant que cas à part dans le processus de réforme. Ça signifie que la position africaine commune doit être pleinement et fidèlement respectée, prise en compte. Ces aspirations, je le dis très clairement, constituent un droit légitime pour l'Afrique. La position africaine commune n'est pas négociable. L'Afrique ne montrera aucune souplesse, n'acceptera aucune concession à ce stade. Dans le reste de l'actualité, le Pakistan continue de presser les États-Unis et l'Iran de prolonger le cessez-le-feu de 2 semaines supplémentaires afin de laisser une chance aux négociations. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué ce mardi que le ministre d'État Ishaq Dar, lors d'une rencontre avec la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Pakistan, Natalie Baker, a mis l'accent sur la nécessité d'une communication entre Washington et Téhéran. Il a plaidé pour l'examen d'une extension de la trêve, soulignant que le dialogue demeure la voie idéale pour instaurer une paix et une stabilité régionale durable.
Et justement, la trêve de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran devrait expirer mercredi soir. Jusqu'alors, la tenue d'un deuxième cycle de négociations n'est pas encore certaine. Si la tension est à son comble et à son apogée à Islamabad, l'Iran n'a toujours pas confirmé sa participation. En attendant, le détroit d'Ormuz reste au cœur des divergences entre blocus iranien et contre-blocus américain. Les deux parties semblent déterminées à ne pas céder sur leurs exigences. Souheila Kilal. À quelques heures de l'expiration du cessez-le-feu au Moyen-Orient, les tensions sont vives entre les États-Unis et l'Iran. Une fois de plus, c'est le détroit d'Ormuz qui cristallise toutes les tensions. Depuis plus d'une semaine, les États-Unis opèrent un blocus empêchant la navigation des navires du et vers les ports iraniens. Un blocus qui, selon Trump, ne sera pas levé tant que Téhéran ne conclut pas d'accord. D'ailleurs, ce mardi, le président Donald Trump a accusé l'Iran sur son compte Truth Social d'avoir violé à plusieurs reprises un accord de cessez-le-feu. Quant à lui, l'Iran accuse les États-Unis d'avoir transgressé le cessez-le-feu en imposant un blocus sur le pays. Téhéran qualifie le blocus américain de crime de guerre. Parallèlement, c'est aussi le détroit d'Ormuz que Téhéran choisit comme principal levier de négociation, mais pour l'heure, c'est encore le grand flou sur la participation iranienne. Officiellement, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères déclarait que Téhéran n'avait pas l'intention de participer à de nouvelles négociations, mais était d'accord pour examiner les nouvelles propositions américaines. Alors qu'interrogé par téléphone sur la CNBC, Trump estime que l'Iran n'a nul choix que d'y prendre part. Comme je l'ai dit il y a 2 jours, quand ils ont affirmé qu'ils n'enverraient pas de négociateurs au Pakistan, j'ai rétorqué qu'ils les enverraient. Ils n'ont pas le choix. Je pense que nous allons parvenir à un excellent accord. Dans le cas où aucun accord ne serait trouvé, Trump s'est dit prêt à reprendre les bombardements sur l'Iran. Eh bien, je m'attends à bombarder, car je pense que c'est une meilleure attitude à adopter. Alors qu'une délégation américaine est d'ores et déjà annoncée, le Pakistan attend toujours une réponse officielle de l'Iran concernant la confirmation de la délégation qui participera au 2e train de pourparlers, a déclaré le ministre pakistanais de l'Information Atollah Tarar dans un message publié sur X ce mardi 21 avril. Au vu des propositions antagonistes, un accord d'ici ce soir est peu probable et les négociations s'annoncent encore houleuses et très longues. Mais chaque partie fait monter d'un cran ses leviers. Blocage du détroit d'Ormuz par les Iraniens, contre-asphyxie économique du pays par les Américains. Et le ministère iranien des Affaires étrangères a mis en garde contre ce qu'il a qualifié de conséquences graves si les États-Unis continuaient de détenir le navire Tosca, exigeant la libération immédiate de son équipage. Dans un communiqué publié ce mardi, la diplomatie iranienne a qualifié cette action d'acte de piraterie maritime et d'acte terroriste. Le communiqué souligne que cette saisie constituait également une violation de l'accord de cessez-le-feu et tient les États-Unis pour pleinement responsables de la détérioration de la situation dans la région. Et cette guerre qui dure depuis plus d'1 mois a fait de nombreux morts de part et d'autre. Le ministère américain de la Défense a confirmé la mort de 13 soldats américains depuis le début de cette guerre. Dans un communiqué publié ce mardi, le Pentagone a également fait état de 415 soldats américains blessés lors de l'opération dite Epic Fury, menée conjointement avec l'entité sioniste contre l'Iran. L'opinion publique iranienne semblait divisée ce mardi au sujet d'un possible 2e cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran envisage de participer. Toutefois, un responsable iranien a souligné à l'agence de presse Reuters qu'aucune décision n'avait été prise. Dans la capitale, les avis de la population iranienne restent mitigés. Je vous propose de les écouter. Non, pourquoi négocierons-nous quand l'autre partie ment? Pourquoi? Quand Trump dit que tout ce qu'il dit doit être fait, pourquoi devrions-nous l'accepter? À mon avis, les Iraniens devraient participer aux négociations. Les pourparlers porteront leurs fruits. Il y aura peut-être quelques échanges houleux pendant quelques jours, mais ils finiront par aboutir à des résultats. Non, pourquoi ne participerait-il pas? Le pays est dans une situation d'incertitude. Pourquoi ne participerait-il pas? Je ne sais vraiment pas.
En parallèle, l'entité sioniste poursuit son acharnement contre le Liban. L'Organisation des Nations Unies a rapporté qu'au moins 177 enfants ont été tués et plus de 700 autres ont été blessés à la suite des récents bombardements sionistes sur le pays. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a par ailleurs souligné lors d'une conférence de presse lundi que plus de 350 000 Libanais ont été contraints au déplacement. Il a précisé qu'une grande partie de ces déplacés luttent pour survivre dans des conditions de vie extrêmement difficiles face à un accès limité aux services essentiels. Zoom à présent dans la bande de Raza, face à un blocus, à un siège quasi total et aux restrictions sévères imposées par l'entité sioniste sur l'entrée de matériaux. Les menuisiers de la bande sont contraints de recycler le bois usagé pour construire des meubles et des abris. Les importations de bois neuf étant fortement limitées ou interdites par les autorités sionistes. Les détails, Amala Mzenzitouane. Dans cet atelier de menuiserie à Khan Younes, les Razaouis s'y mettent pour fabriquer des meubles à base de bois recyclé et de palettes. Entre tables, chaises et autres mobiliers de base, ils se lancent pour répondre aux besoins locaux face aux restrictions sur l'importation de matières premières. Khalil Aqad, charpentier de la ville de Khan Younes, explique qu'avant le génocide, son atelier fonctionnait grâce à du bois importé de Chine, d'Allemagne ou des territoires occupés. Mais aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, tout le bois provient des décombres, de palettes et c'est du bois de récupération. Les gens nous l'apportent et nous le resterons. Certains veulent une cuisine, d'autres du matériel de pharmacie, une caisse, une chambre à coucher d'occasion. C'est en fonction des ressources disponibles. Les ateliers de menuiserie dans la bande de Raza travaillent dans un contexte de pénurie de bois, d'électricité et de machines lourdes, ce qui rend la fabrication de chaque pièce plus longue et plus pénible et le coût de la production très élevé. Le coût des palettes en bois est 10 fois supérieur à celui du meilleur bois disponible dans la bande de Raza avant la guerre. Ce coût est désormais exorbitant et tout le monde ne peut se le permettre. Cet équipement pour une confiserie a coûté 25 000 shekels entre achat et préparation du bois des palettes. Après plus de 2 ans de génocide, la quasi-totalité des menuiseries a fermé dans l'enclave, entraînant la perte d'emploi de milliers d'ouvriers razaouis et l'arrêt de la production de meubles. Sur 250 ou 260 ateliers de menuiserie, seuls 5 fonctionnent encore avec des outils rudimentaires. Toutes les ressources nécessaires font défaut. Ces 250 ateliers employaient auparavant plus de 1000 ouvriers, tous désormais sans emploi et dans une situation désespérée. Ils sont contraints de récupérer du bois sous les décombres pour survivre. Le secteur de la menuiserie, autrefois un pilier de l'artisanat local à Raza, est désormais à l'arrêt, subissant des pertes économiques importantes alors que les Razaouis sont dépourvus de tout. On va clore à présent ce journal en musique. Alger accueille la 15e édition du Festival international de musique symphonique avec la participation d'orchestres venus de 20 pays. Et cette année, c'est la République tchèque qui est mise à l'honneur. Pour le commissaire du festival et les participants, cette édition revêt un caractère exceptionnel. Elle est vraiment exceptionnelle puisqu'elle est constituée de 3 axes principaux. D'ailleurs, les acteurs principaux de ce festival, c'est les 20 pays avec l'Algérie. Et je leur rends hommage. Et je rends hommage aussi aux musiciens, véritable conscience vivante de la nation. Parce qu'il a donné le meilleur de lui-même pour que la musique règne dans notre grand pays, l'Algérie. Et puis aussi, ces 8 soirées sont dédiées à notre grand compositeur, Allah yarhamou, Noubli Fadel, qui nous a quittés dernièrement. Très fier d'être ici. Nous avons déjà participé à toutes les éditions, mais bien sûr, ça c'est la première fois que nous sommes les invités d'honneur. Donc pour nous c'est très important et c'est exactement pourquoi nous avons
amènerons notre grand orchestre, la Philharmonie du Bohème du Sud, qui est parmi les plus célèbres orchestres professionnels, bien sûr, tchèques. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que nous souhaitons que ça, c'est pas juste une seule chose qui se passe, mais c'est un début d'une vraie collaboration entre nos deux pays. C'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.